Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de renouveler votre fidélité à votre émission Le Jury du dimanche. iRadio, ITV, iMedia.sn et Besbi le jour. Nous recevons le coordonnateur adjoint du parti de l'unité et du rassemblement PUR. Il est enseignant-chercheur, économiste et ingénieur financier, Dr Mamoussa Kane. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir de venir à ITV. Alors, le PUR dont vous êtes le coordonnateur adjoint, le PUR de Serigne Moustapha Sy, célèbre ses 25 ans ce dimanche 19 février. La naissance de votre parti a été précédée par l'existence du mouvement des Moustarchidines ou Moustarchidati, dont le guide moral, Serigne Moustapha Sy, est aussi le président du PUR. C'est un atout ou un handicap? Merci beaucoup, M. Kane. Permettez-moi tout d'abord de m'incliner devant la mémoire de notre cher athlète qui est décédé. Oui, Ken Ndoye. Et elle réclamait ses dus. Et ce qui est dommage, c'est c'est après son décès que l'État est en train d'accélérer le processus. C'est vraiment dommage. Oui, avec des primes qui lui étaient dues et qui viennent d'être payées, mais après sa mort. Oui. C'est dommage. Oui. Qui nous soit permis aussi de remercier notre président du parti, Assid Mohamed Fassi, ainsi que les membres du directoire et les militants et sympathisants. Alors, vous savez, le développement d'une nation doit passer par des leviers. On parlera peut-être de leviers économiques, de leviers politiques, de leviers sociaux, mais surtout les valeurs. Si on interroge l'histoire, on peut prendre l'exemple de la Chine, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, était à un niveau très bas. Il aura fallu qu'ils inculquent à leur population des valeurs éthiques, morales, déontologiques et in fine l'éducation pour qu'aujourd'hui la Chine est en train de damer le pas aux États-Unis. Et vous pensez donc que le levier religieux, pour venir à ma question, est important? J'en viens. Oui. Alors donc, de ce fait, pour bâtir une nation, il faut un socle, il faut une base très solide. En effet, le Daïratul Moustarchidine ou Moustarchidat, c'est un cercle. C'est plus qu'un mouvement. On y forme des acteurs, des personnes imbues de valeurs éthiques, déontologie et morale, et in fine des universitaires. Et en effet, en 1998, le PUR a vu le jour. En effet, de 1998 à 2000, on a mené quelques activités, mais en 2000, il y a eu un peu... Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum avait demandé à notre cher président Serigne Moustapha Sy d'arrêter un peu les activités. Et c'est en 2017 qu'on a repris lors des élections législatives. Et je me rappelle, en 2017, PUR était la révélation. Il faut dire que de 1998 à 2017, c'est 19 ans, on va dire 18-19 ans. En fait, on va dire, à 18 ans, la personne est majeure. N'est-ce pas? On s'est frotté à l'échiquier politique avec nos valeurs, bien sûr, avec tout ce qu'il faut comme dispositif pour avoir 3 députés en son temps. Et je me rappelle, en son temps, le PUR était le parti majoritaire au niveau de l'opposition, au niveau de l'Assemblée, parce qu'on était parti seul. Alors, en 2023, on a 25 ans. Quand on parle de 25 ans, un quart de siècle, c'est pas rien. Un quart de siècle, c'est la maturité. Et pour confier le développement d'une nation à une personne, il faut attendre l'âge de la maturité. Le PUR a atteint cette maturité mystique, cette maturité, en tout cas politique, pour pouvoir gérer les rênes de ce pays-là. Autrement dit, vous considérez que c'est Moustapha Sy qui est le président de votre parti, mais guide moral aussi au plan religieux, est un atout pour absolument, vous. Absolument. Alors, moi je pense que... D'autres gens en ont une autre perception. Alors, en disant qu'il y a une confusion entre le marabout et le politique. N'est-il pas temps de lever les clichés? Certains se proclament communistes et ça gêne personne. Certains se proclament marxistes et ça gêne personne. Moi, je me proclame puriste et moustarchide et fier de l'être. On a fait nos pas ici
On a étudié ici notre cursus et au vu au sud de tout le monde. Notre approche, c'est une approche par l'éthique. Vous savez, le développement d'une nation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, passe forcément par les valeurs. Si on interroge l'histoire est même récente, regardez ce qui s'était passé en France avec le dossier Jérôme Cahuzac. Il était le ministre du budget, il était capé, mais il aura fallu qu'il passe outre, n'est-ce pas, tout ce qui est éthique et déontologie, il a été écarté. Les exemples ne finissent pas. Alors, on va dire au Sénégal aussi, depuis les indépendances, on peut revenir sur l'aspect économique, mais depuis les indépendances, tous les maux de la population sénégalaise proviennent des universitaires ou bien en tout cas des personnes qui ont des compétences. Les détournements, les malversations, autant. Alors on peut se poser la question à savoir qu'est-ce qui manque. Toutes les approches à la limite ont échoué. Justement, pourquoi on peine à arriver à ce niveau, en termes d'exemplarité, de comportement éthique vis-à-vis de la chose publique. Ça nous ramène un peu à parler du rapport de la Cour des comptes. On a vu de hauts fonctionnaires qui ont été mis en cause, dont la responsabilité a été mise en cause, et même des ministres dont la gestion aussi a été mise en cause. Pourquoi on peine à arriver à ce niveau-là? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il était temps qu'on lève les clichés. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau avait dit en son temps, tout repose sur la politique. La politique repose sur la morale et la morale repose sur une bonne éducation. Mais il s'est trouvé qu'après les indépendances, il fallait que les Occidentaux s'installent davantage en Afrique. Ils ont mis des clichés au niveau de la politique. Alors quelqu'un qui se proclame éthique, déontologique, n'est-ce pas, à la limite, c'est ton entourage de près même qui te dit « Non, ne fais pas de la politique parce que la politique c'est une chose sale, etc. » Mais là où la chose publique se négocie, là où les décisions stratégiques d'un peuple, d'une nation se négocient, il faut une dose d'éthique, une dose de déontologie. Et là, c'est là où le pur est en train de mettre ses pas. Ça a pris du temps, mais c'est normal, parce que pour installer des valeurs éthiques déontologiques, ça ne peut pas se faire d'une année à une autre. Il faut un processus. Il faut peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, j'ai fait 40 ans avec Serigne Mohamed El Moustapha. Je suis dans le mouvement depuis les années 80. Donc, il aura fallu autant de temps pour installer ces leviers-là qui puissent nous permettre, à la limite, comme on dit en Wolof, tu ne songes même pas, parce que c'est aberrant. Oui. Alors, je vais dire, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum avait fait un déplacement en Europe, en son temps. Arrivé sur les lieux, un de ses amis, Toubab, lui dit, faites attention parce qu'il y a des caméras un peu partout. Sa réponse doit inspirer plus d'un. Il lui a dit, ñom sen caméra yeb ñanga ca xay bu suñu borom de les superviser. Ça veut dire que il faut une certaine dose d'éthique et déontologie pour faire développer une nation. On n'a pas besoin de la présence de caméras pour avoir un bon comportement. Du tout. Alors, mais 40 ans de compagnonnage, cela veut dire que vous avez vécu peut-être très jeune les événements du 16 février. Nous sommes justement au mois de février, qui rappelle ces événements malheureux avec 6 policiers qui ont été tués sur les allées du centenaire, ou autrement appelé avenue du général de Gaulle. Justement, au sortir de ces événements, l'image du mouvement Moustarchidine ou Moustarchidati s'en est trouvé brouillé. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord parce que là c'est toujours les clichés. Ouais. C'est toujours les clichés. Alors, je sais que vous êtes assez capé intellectuellement, moralement. J'aurais souhaité qu'on reprogramme une autre émission où je vais amener tous les archives des événements de 94 avec d'autres panélistes. Et on va traverser de fond en comble, comme on dit, faire un diagnostic sans concession sur cet événement. Parce qu'il faut oser le dire. De 94 à maintenant, il n'y a que des clichés. Il n'y a que des clichés. Oui, pour l'histoire. Alors que oui. Lors du meeting de 94, mais qui était là-bas? C'est Maître Wade. Oui. Il y avait toutes les forces vives. Oui. Il y avait les Moustarchidines, il y avait aussi d'autres personnes. Il y avait nous tous. Oui. Et pourquoi, au sortir de cet événement, indexer une partie? Moi, je pense que c'est malhonnête. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des clichés. C'est quoi la vérité selon vous? Mais c'est les forces vives.
on a parlé des Moustarchidines, mais c'est les forces vives. Par exemple, c'est comme dire, lors des événements de mars, il n'y a que le PASTEF qui était au front, mais c'était toute la population sénégalaise. Et même le président Ousmane Sonko l'a dit, ce n'était pas que le PASTEF, c'était nous tous. En 1994, c'était la même chose. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a des enseignements à tirer aussi de nos comportements, de notre responsabilité. Absolument. On parlait des événements du 16 février, vous venez de parler des événements de mars 2021 et on a vu à chaque fois, il y a eu des morts. Des gens plus anciens que nous disent, voilà, il y a eu, je ne sais pas, dans les années 60 ou quelque chose comme ça, des centaines de morts lors de manifestations. Est-ce que cela n'interpelle pas les acteurs politiques et les acteurs de manière générale? Moi, je dirais que je vais réorienter l'approche sous l'angle des gouvernants. En 1994, et là même, ça montre que Serigne Moustapha Sy a toujours été du côté du peuple, a toujours été un contre-pouvoir. S'il voulait tout de suite, on allait lui donner peut-être autant de mallettes. Et même en son temps. En son temps, le PS avait tout fait pour l'aborder. Mais il a toujours été du côté du pouvoir. Avec le président Wade, c'est pareil. Moi, je me rappelle vers l'université de Ramadan 2003-2004, où un acteur de PDS était venu avec des mallettes et avec des 4x4. C'est en séance publique que Serigne Moustapha Sy leur a dit, moi, des 4x4, j'en avais avant 2000 et des maisons aussi pareilles. Alors, pour dire tout simplement, c'est les décideurs qui doivent revoir leur approche. En 1994, le PS avait atteint un niveau d'oppression au niveau de la population et il fallait que les gens étouffés. Lors des événements de mars, c'est la même chose. Donc, il va falloir qu'on regarde, qu'on essaie de voir quels sont les acteurs qui gouvernent. Et c'est là où l'approche par les valeurs revient. Les opposants n'ont pas de responsabilité. En fait, les responsabilités peuvent être partagées en toute objectivité. Oui. Mais quand quelqu'un est oppressé, opprimé à un niveau, il faut qu'il se rebiffe. Il faut qu'il se rebiffe. Très bien. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche. Nous recevons le coordonnateur adjoint du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR de Serigne Moustapha Sy, parti qui fête ses 25 ans. Alors, je vais... en parlant justement de comportement, de violence, revenir sur ce qui s'est passé il y a quelque temps à l'Assemblée nationale, avec 2 députés du PUR d'ailleurs qui ont été jugés et condamnés pour violence sur leur collègue Amy Ndiaye Gniby. Des nouvelles de vos camarades de parti? Ils se portent très bien. Moi, en tant que secrétaire général de la Fédération de Dakar, on avait fait une délégation, on est allé vers les familles de Massata, on les a visités, Massata Samb et à Tivaouane. Après ça, on est allé à Mbour, visiter la famille de Ahmed Niang. Alors, je vais vous faire une confidence. Quand on a été voir la première femme de Mamadou Niang, elle est en état très avancé. Mais la manière dont les forces de l'ordre, elles nous expliquent, la manière dont les forces de l'ordre ont abusé de sa maison, vraiment c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'il disait que certainement Mamadou Niang était chez lui. Oui. Ils ont réveillé même les enfants en pleine nuit. Oui. Ils ont brutalisé une femme qui est en état très avancé. Oui, mais l'ironie du sort, c'est que la députée Amy Ndiaye Gniby aussi, d'après les informations, était en état de grossesse. Alors, quand elle a été victime de violence de la part de ses collègues députés. Alors, vous venez de poser une problématique extrêmement importante à laquelle nous aussi, on est debout là-dessus. On a demandé à ce que nos avocats demandent, à ce qu'on contre-expertise cela. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que pour l'autre dossier Suite Beauté, la dame, après une année, elle peine à accoucher. Peut-être qu'elle attend une césarienne. Le dossier Adissa, ah oui, peut-être elle attend une césarienne. Pour dire que, on a demandé à ce qu'on contre-expertise cela. Et il n'y a pas eu de suite, d'une part. Alors, vous savez, il y a des libertés, il y a des sensibilités à ne pas franchir dans un État.
On peut prendre l'exemple de la France. Récemment, M. Carlos Bilongui était dans une session et lors de ses propos, n'est-ce pas, qui parlait des migrants bloqués au niveau de la Méditerranée, aussitôt, un député, M. Georges de Carlos, je pense bien, a tenu des propos vraiment incorrects en disant qu'il retourne en Afrique. Absolument. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de cette session? Aussitôt, la présidente de séance a aussitôt arrêté la séance. Les députés se sont ligués. Elle a arrêté la séance. Elle a pris ses responsabilités parce qu'elle sait que c'est des sensibilités extrêmement graves. C'est des lignes à ne même pas voir. C'est des lignes rouges à ne pas regarder, à fortiori les franchir. La session a été arrêtée. L'Assemblée est partie en grève et le député a été sanctionné. On attendait cela du président du tribunal. Quand elle avait commencé à tenir des propos qui touchent les sensibilités. Du président du tribunal de l'Assemblée nationale, vous voulez dire, je parle du tribunal. Je parle du président de l'Assemblée nationale, oui. Amadou Mame Diop. Absolument. Oui. Il a la police de l'Assemblée. Et les textes, la Constitution est claire là-dessus, à éviter les sensibilités religieuses et autres. Donc, il appartenait au président de l'Assemblée nationale, en effet, d'arrêter les propos de la dame. Mais est-ce que ça justifie la violence exercée sur Mme Aminia Ibi par ces deux députés qui sont de votre parti? La violence ne peut pas se justifier. Je dis la violence de manière globale. Mais et la violence morale, la violence déontologique, toute une communauté a été offensée, offusquée et personne n'en parle. Qu'est-ce qui a gêné ici? Qu'est-ce qui vous a choqué? Mais elle a heurté les sensibilités. Elle a tenu des propos incorrects, je ne peux pas y revenir. Oui. Mais c'est au vu, au su de tout le monde. Elle a tenu des propos incorrects, comme si une personne s'est dédiée, etc. etc. Oui. Est-ce que des propos incorrects dans le champ politique doivent être réglés par des coups de poing ou des coups de pied? Alors j'en viens. C'est ça la question centrale. Alors, la question centrale, elle est ailleurs. La question centrale, c'est est-ce qu'un coup de poing, ce n'est même pas un coup de poing. Vous savez que Massata, c'est un maître des arts martiaux. S'il avait décidé de donner un coup de poing à la dame, elle n'allait pas se lever. Ses propos, Massata disait il voulait juste enlever son foulard. Juste ça. Mais ça, ce n'est pas une arme. On a quand même vu une gifle. J'en viens. Et puis un autre coup de poing. Alors, ça, c'est des faits. Alors, j'en viens. C'est des faits. Tout dépend de la personne qui l'analyse. Alors, quand elle a pris une chaise, mais une chaise, c'est une arme. Une chaise, c'est une arme. Quand elle a voulu jeter la chaise, mais il fallait parer à l'action. C'est juste le geste, n'est-ce pas, de Mamadou Niang. C'est un geste défensif. Défensif, mais ce n'est pas une arme. Par contre, une chaise, c'est une arme. Moi, je pense que si on était dans un pays de droit, un débat houleux, un débat fertile allait être tenu par rapport à cette question et les responsabilités allaient être situées. Mais surtout, encore une fois, il y a des sensibilités, il y a des lignes rouges qu'il faudrait pas. Quelle est la ligne rouge au niveau du PUR quand on parle de votre président, de votre guide, Serigne Moustapha Sy? Alors, moi, je ne vais pas revenir sur les propos de la dame, mais elle a tenu des propos assez incorrects, assez déplacés envers un guide et mieux. Elle sait pas, je pense que vous avez les enregistrements. C'est extrêmement important quand même dans une situation de faire ce qu'on appelle un diagnostic sans concession, et d'écouter religieusement les propos de la dame. Mais elle s'est presque adressée à tous les chefs religieux. En toute objectivité, elle s'est presque adressée à tous les chefs religieux. Donc c'est des lignes rouges à ne pas franchir parce que c'est des sensibilités. On entendait du président du tribunal quand même, de l'Assemblée encore une fois, l'Assemblée, de prendre ses responsabilités et à bras le corps et anticiper cette situation. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui explique? Nous, nos vaillants députés ont encaissé. Il aura fallu que Massata demande au président du tribunal, n'est-ce pas, de tenir, n'est-ce pas, rigueur par rapport à une certaine pratique, mais sa réponse a été sèche. Et là, certainement, il y a l'effet spontané. L'effet spontané.
qui a dominé sur quand même la raison. Et c'est des choses quand même à éviter dans le futur. Oui, Mamoussa Kane, puisqu'on est dans la réflexion, c'est une très bonne chose. La remarque qu'on peut faire aussi, c'est que les formations politiques qui peuvent avoir une inspiration religieuse ou tout simplement des regroupements à caractère religieux, souvent les contradictions se règlent par des réactions parfois virulentes, mais parfois aussi violentes. C'est une remarque qu'on peut faire au Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir pour peut-être se dire, quand on est dans le champ politique, il faut s'attendre à des coups et peut-être ces coups se règlent autrement que par des réactions violentes. Et comment expliquez-vous que des membres de la mouvance présidentielle attaquent d'autres? Non, je ne suis pas en train de justifier. Mais non, oui, c'est-à-dire que la réflexion peut être abordée dans... Parce que le constat qu'on fait quand même, il y a souvent eu des réactions violentes. Je suis d'accord. Des opérations punitives même. La presse en a été victime, d'autres secteurs de la vie en ont été victimes. Je vous assure que c'est partagé. Oui. Les mêmes remarques que vous soulevez, ces mêmes remarques sont valables pour les autres partis politiques. On se rappelle, avec le président Wade en son temps, il y avait un organe de presse qui avait été attaqué. Donc moi, je pense que cette réflexion... 24 heures hier, comme récemment aussi nos camarades des Échos, non, c'est victime aussi d'une attaque. Ah, mais là aussi, on va y revenir tout à l'heure. Oui. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que avant de donner une information, il faut un minimum d'investigation. Vous êtes journaliste. Il y a un minimum de respect et d'investigation. Une personne influente, pour donner une information sur une personne influente, ce serait extrêmement important de faire un peu d'investigation. C'est le minimum d'éthique et de déontologie. Et je sais que ça, oui, c'est clair, c'est le travail du journaliste. Mais ça ne justifie pas, ça ne peut pas justifier la violence. C'est comme si aujourd'hui on disait Walfadjri a fait ce qu'il devait faire dans le cadre de la couverture d'une manifestation, c'est sa ligne éditoriale, que le CNRA doit couper le signal. Or, le CNRA n'a pas le droit de couper le signal. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. Oui. Il va falloir qu'on pose les vrais débats. Très bien. Alors, moi, je ne peux pas me permettre de donner une information fausse, infondée sur vous. Le minimum, c'est que je vais prendre le téléphone. Si je n'arrive même pas à vous joindre, je peux joindre votre entourage. Et ça apaise le climat social. Mais donner une information pour émeuter, ça, c'est des choses à éviter. Bien sûr, quand vous gérez des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, il peut y avoir de temps en temps des réactions épidermiques. Et ça peut se comprendre. Mais la grande masse, nous qui représentons cette grande masse, n'est-ce pas, on n'est pas dans cette dynamique. Alors, vous avez parlé de Walfadjri, mais c'est dommage. Les autres chaînes de télé, ce qui se passe en Ukraine, mais on suit ça presque chaque jour. Le tremblement de terre en Turquie, Syrie, mais on suit ça en direct. Ce que Walf a diffusé, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Et d'ailleurs, nous, on a fait une délégation avec le directoire, n'est-ce pas? On leur a rendu visite, histoire de marquer notre solidarité par rapport à ça. Un week-end de protestation organisé par la chaîne Walfadjri, nos confrères. Absolument. Ce n'est pas parce que je vous reçois que je le dis, Absolument. mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes solidaires à ces confrères parce que nous estimons que la coupure de leur signal par le CNRA ne se justifie pas. Le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn et Bisbi le jour, nous recevons Dr Mamoussa Kane. Il est le coordinateur adjoint du PUR. Vous êtes économiste, ingénieur financier, enseignant-chercheur. Nous parlerons de ces questions tout à l'heure, mais restons dans le temps politique. Alors, quelle réflexion vous inspire, politique et religion? Est-ce que les deux font bon ménage? Alors, je pense que c'est une question quand même qui a été débattue tout à l'heure, mais comme on dit, la répétition elle est pédagogique, on va y revenir pour quand même qu'on puisse lever les clichés. Mais on parle du parti catholique en Allemagne. Ça gêne personne. Parce qu'à la base, ils savent qu'il faut une dose d'éthique et de déontologie. Vous savez, en matière de deniers publics, le milliard, un détournement de milliards et un détournement de 1 franc, c'est du pénal. Donc, je reviens toujours à cette approche par les valeurs. Il va falloir qu'on lève les clichés, M. Kane. Il va falloir qu'on change de paradigme. Parce que la manière dont on fait de la politique
dans le temps jusqu'à maintenant, c'est une approche importée. C'est comme si moi, je me dis, moi je suis talibé de Mame Borom Touba, je ne dois pas faire de la politique. Mais au nom de quoi? Moi, je me dis, je suis talibé de Serigne Moustapha Sy, je ne dois pas faire de la politique. Ou bien Serigne Moustapha Sy ne doit pas être un acteur politique. Mais au nom de quoi? Il va falloir qu'on change de paradigme, qu'on lève les clichés. Les Occidentaux ont trop interféré. À la limite, ils ont biaisé même notre réflexion. De sorte qu'on se sent un peu complexé à dire que moi je suis talibé de Mame Borom Touba et universitaire et assume, et je l'assume. On se sent complexé. Je dis, nous, on est la troisième génération. Il y avait une première génération de férus intellectuels qui connaissaient les écrits de nos aïeux, mais ils n'en parlaient pas, parce qu'ils pensaient que dans les hauts débats, dans les hautes sphères, entre guillemets, même aux sphères, au nom de quoi, il ne faut pas aborder certaines questions. Il y a une deuxième génération qui maîtrise les textes, maîtrise l'orthodoxie, mais là aussi, parfois, ils sont gênés. Mais notre génération, nous, au niveau de ma thèse, moi, j'ai cité Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum avec fierté. Et l'audience était fière. Un de mes meilleurs amis, le docteur Khadim Bamba Diagne, il a fait une contribution extrêmement importante sur la contribution du mouridisme sur l'histoire de la pensée économique. Je pense qu'il va falloir qu'on lève ces clichés, qu'on puisse aborder la problématique sénégalaise avec nos réalités. Et pour ce faire, la matière, elle est là et les personnes ressources sont là pour un peu répondre à votre question. Vous dites marabout de tous les pays, politisez-vous? C'est-à-dire? Comme disait l'autre, unissez-vous. Est-ce que vous dites politisez-vous, marabout de tous les pays? En tout cas, ce qui importe, c'est que en tant que marabout, ils ont contribué à l'équilibre socio-politico-économique de ce pays-là. J'en parle souvent avec des amis. Je dis, quand notre grand-père, Serigne Saliou, paix à son âme, disait « Xelkom », mais Xelkom, moi qui suis financier, c'est le goodwill. Xelkom là, c'est l'actif immatériel, c'est le goodwill. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête cette approche de complexe envers nos aïeux. Il faut qu'on regarde leurs écrits, il faut qu'on les matérialise économiquement, politiquement, socialement pour changer la donne. Il le faut absolument. Parce que Marx, il a matérialisé ses pensées. John Maynard Keynes, il a matérialisé ses pensées, etc., etc. Mais ces pensées ne collent pas du tout avec nos réalités, pas du tout. Il va falloir qu'on essaie, et notre génération, on a cette lourde tâche de matérialiser ces concepts-là. Vous avez des références qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est ce que vous voulez dire. Mais parce que les références collent avec la réalité socio-politico-économique de chaque pays. Mais ce qui importe, c'est de réadapter notre contexte socio-politico-économique par rapport à nos aïeux. Ils nous ont tout donné. C'est important de regarder ce qui se passe ailleurs. C'est important d'importer. Mais ce qui importe, c'est de ne pas être en complexe. Nous, on n'est pas gênés du tout à montrer à la face du monde, à l'opinion nationale et internationale, on est des musulmans, on est des talibés, on est des férus intellectuels, mais on est des talibés fiers de ce que nous sommes et avec une dose d'éthique et de déontologie, et on pourra développer notre cher Sénégal. Alors, vous parlez tout à l'heure de ligne rouge. Pour beaucoup d'observateurs, la ligne rouge a été franchie il y a une semaine lors des manifestations à Mbacké, à Touba. Certains ont pensé même qu'on a violé la sacralité de Touba en s'en prenant à certains édifices, à certains commerces qui étaient dans la ville de Touba. Vous le pensez aussi? Alors, je reviens toujours à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est toujours nos gouvernants. Vous savez, ce que l'État mobilise, quand il interdit des manifs, la moitié suffit pour encadrer des manifestations. Mais une personne réfléchie, qui a la chance que Dieu dilate sa poitrine, comme disait l'autre, doit être en mesure de comprendre cela. Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes? Autant de manifs, mais ils sont matures. Il y a une dose de maturité quand tu es leader, quand tu es chef. Ils l'autorisent. Regardez récemment avec les retraités, la réforme sur les retraites en France.
ils sont tellement matures, les gouvernants sont tellement matures, mais aussi la classe politique elle est tellement mature que les manifestations se font les samedis et c'est autorisé et c'est encadré. Il peut y avoir de temps en autre des échauffourées, mais c'est leur naturel. Je vois quand même que vous donnez beaucoup d'exemples sur la France. Oui, mais parce que c'est notre paternité. Ah oui. Et c'est dommage. Oui. Ah oui. Il y a un avantage, il y a aussi des inconvénients. On va en parler tout à l'heure. Notre paternité, en tout cas, je ne sais pas, mais disons, c'est l'ancienne puissance c'est ce que je voulais dire. coloniale. C'est ce que je voulais la France dire. a colonisé le Sénégal. On suit les informations françaises comme du lait sur le feu. C'est normal. Oui. Comme eux, ils nous suivent aussi comme du lait sur le feu. Est-ce qu'il n'y a pas un shift à faire, justement, si on suit votre logique tout à l'heure, en parlant un shift, un changement de paradigme à faire, justement? Oui, c'est-à-dire que c'est là où se situe quand même un peu l'ordre naturel. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose de bien, de tous bords, il faut avoir l'humilité et la sagesse de reconnaître cela. La sacralité de Touba n'a pas été violée de votre point de vue? Moi, du tout. Moi, je dis, Touba, c'est un lieu comme Tivaouane d'ailleurs, comme les Layènes, etc. C'est des lieux sacrés où l'autorité, les acteurs publics, les acteurs politiques aussi, doivent y aller avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de tenue et de retenue. Et de tous bords? De tous bords, j'ai dit de tous bords. Alors, moi, en tant qu'autorité centrale, en tant que préfet, connaissant la sensibilité des lieux, mais on n'est pas préfet pour rien. On ne réussit pas au concours de l'ENA pour rien. C'est extrêmement sélectif. C'est très sélectif. Et même avant l'épreuve, avant la formation, les épreuves, c'est extrêmement sélectif. Nous, on forme des personnes pour aller faire les concours de l'ENA. On les met dans des conditions atroces parce que c'est normal. Sur 17 millions de Sénégalais, prendre une minorité pour administrer, pour gérer un pays, il faut des personnes assez solides, assez ouvertes, mais aussi avec une dose de maturité. Donc, si j'étais à la place du préfet, vu le contexte socio-politique de ce pays, l'idéal c'était d'autoriser, surtout que les limites qu'il a soulevées, c'est trop léger. Lui-même, au niveau de sa correspondance, il s'était même trompé C'était plus 3 personnes qui devaient signer au lieu de 2. C'est trop léger, par exemple. Vu le contexte. Oui. Mais tout ceci étant, oui, les lieux saints, les lieux sacrés, oui, vraiment méritent d'être encadrés, méritent d'être respectés par les acteurs de tous bords. Ce qu'on est en train de perdre de vue, peut-être, c'est que Touba et Mbacké ont tendance de plus en plus à faire pratiquement une seule et même ville. Hein. D'accord. Les deux villes se rapprochent là. Absolument. C'est normal avec la population, avec le cadre, avec le Magal qui occupe une place extrêmement importante dans l'économie sénégalaise. C'est normal que les deux villes se rapprochent. C'est normal. Très bien. Et d'où quoi? Un peu plus de prudence? La maturité de part et d'autre. Très bien. Surtout au niveau de l'autorité centrale. Ok, on poursuit cette émission Le Jury du Dimanche. Je rappelle que c'est votre radio e-radio, votre chaîne de télévision ITV, votre site immedia.sn et votre quotidien d'information. Besbi le jour, nous recevons le coordinateur adjoint du PUR, Dr Mam Moussa Kane. Parlons de justice, à commencer par le procès. Il y a un double procès d'ailleurs quand on parle d'Ousmane Sonko aujourd'hui. C'est le procès contre Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme, qui a porté plainte à propos du rapport sur la Prodac qui n'existe ou qui n'existe pas. La justice va trancher. Et l'autre procès, c'est contre Adji Sarr pour menaces et viol, des charges retenues par le juge d'instruction. Jeudi, lors de l'audience, et après, surtout, il y a eu encore des scènes de violence. Absolument. La voiture de Ousmane Sonko a été caillassée, en tout cas la vitre a été brisée par la police. Et la police sert comme version que Ousmane Sonko voulait aussi forcer un peu le passage. Alors je pense qu'on a vu les images, on a revisité les images. Quand le policier cassait la vitre, le véhicule était dans une position, n'est-ce pas, dans une position en tout cas statique. Alors, dans le dossier Adji Sarr, moi je pense qu'on est même nous gênés à aborder cette question par rapport à nos partenaires, par rapport à nos amis à l'étranger. Parce que
au début, on parlait de viol répétitif, d'une part, avec même détention d'armes. On parlait de grossesse. Il y avait faisceau d'éléments, n'est-ce pas, qui avaient été soulevés. Dans un pays qui se respecte, on ne parle même pas de droit, hein, mais dans un pays qui se respecte, il y a un minimum de maturité envers l'autorité centrale. La thèse du viol a été balayée de revers. La thèse des armes détenues soi-disant a été balayée de revers. Le certificat médical a été balayé de revers. Le docteur Alfousseyni Gaye, mais c'est-à-dire à la limite tu te tires les cheveux, tu te dis mais où sommes-nous? Pourquoi à ce niveau? Pourquoi et au nom de quoi? Mais qui a balayé ces thèses? Mais la thèse du viol n'est plus d'actuelle. Ouais. Ah oui, n'est plus. Pourtant, ça fait partie des charges retenues par le juge d'instruction qui a renvoyé mais pour parler de M. viol, Ousmane il faut le devant certificat la chambre criminelle. Il y a le certificat médical dont il est question, Ouais. à la limite, écarte la thèse. On ne va pas rentrer dans les détails, mais écarte la thèse, n'est-ce pas, d'une part. Mais il y a eu des audios fuités qui disent le contraire. Pas plus tard qu'hier, avant-hier, j'ai écouté une dame qui était tout le temps avec la dame Adji Sarr, disait qu'elle risque de ne plus jouir de ses facultés tellement qu'il y a une pression. Donc moi, je pense que ce dossier, à la limite, frôle le ridicule. D'ailleurs, c'est ça qui explique le dossier du Prodac, à mon sens. Ça, c'est à mon sens. Vous pensez que c'est pour faire diversion? Pas diversion, parce que l'autre dossier, ça frôle le ridicule. Ça frôle le ridicule. Oui, pourtant, la chambre criminelle, a priori, va juger cette affaire. A priori. Mais regarde qu'est-ce qui s'est passé actuellement. On ne parle plus du dossier Adji Sarr. Ils accélèrent le processus, le dossier du Prodac. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent que ce dossier, à la limite, ce dossier-là semble être plus crédible que l'autre. Je dis bien semble être plus crédible. Oui, parce qu'il est question de rapport dont a parlé M. Ousmane Sonko. Alors, et Mame Mbaye Niang a porté plainte pour dire c'est l'occasion pour vous de sortir ce rapport sur la Prodac et qui me mettrait en cause. Alors qu'il y a eu un livre qui a été écrit dans ce sens. Oui. Il y a eu des interpellations venant d'autres personnes, plus virulentes même. Mais pourquoi s'entêter sur Ousmane Sonko? Sans dit long. À la limite, il y a M. Cheikh Tidiane Youm qui disait que Sonko a eu la chance parce que son directeur de com, c'est le président de la République. En effet. Mais ici, on se rappelle quand Abdoulaye Wade, le président Wade, avait demandé à Macky Sall de démissionner de l'Assemblée nationale. C'est comme si c'était hier. C'est presque la même chose. Il y avait une chasse contre la sorcière contre lui et nous tous, on a fait bloc autour de lui. Il avait fait le tour du Sénégal en son temps, 1 ou 2 fois de suite. Moi qui interviens à l'Université de Saint-Louis, plus d'une fois, j'ai été à côté de sa belle famille et on voyait autant de véhicules et on me disait que c'est Macky Sall, moi, des tours dans le nord. Et pourtant, il n'a pas été inquiété par le président Wade. Donc, pour dire qu'il faut vraiment être honnête, il faut dilater sa poitrine pour accepter certaines choses. Alors, pour revenir au dossier Adji Sarr. Donc, pour le dossier de Prodac aussi, vous savez, c'est un dossier de l'IGF. Ce rapport-là, l'Inspection générale des finances. On l'a lu sur le net. Mais est-ce que le rapport existe? Ah oui, de toute façon, on ne va pas s'hasarder. Il existe? Il existe. Ah oui? Sur le net. Sur le net. Alors, il y a des éléments qui ont été soulevés par ce rapport-là. Le mois de mars 2016, le mois de juillet 2016 et le mois de septembre 2016. 3 dates. Comment pouvez-vous comprendre qu'au mois de mars 2016, le ministre dans le temps autorise le démarrage des travaux? Ils attendent au mois de juillet, avant notification du contrat. Ils attendent le mois de juillet pour notifier le contrat. C'est absurde, c'est aberrant. Et à la limite, c'est au mois de septembre que l'approbation a été faite. On va dire que c'est la charrue avant les bœufs. Mais dans un pays aussi, encore une fois, où il y a un minimum de respect envers les autorités, mais on n'allait même pas attendre l'IGF et autres. C'est le procureur qui allait se saisir. Tout à l'heure, j'avais parlé du dossier Jérôme Cahuzac. Vous savez, c'est un directeur de publication Mediapart, M. Plénil, qui a intercepté une conversation entre Jérôme Cahuzac, qui était le ministre du Budget en France, qui était respecté. Et je me rappelle bien, ce dossier-là, je l'ai suivi
en son temps et en direct. Lors d'une émission, le monsieur de Mediapart, Plénil, il a attendu une émission pour dire que Jérôme Cahuzac a des comptes logés quelque part. Oui. Et quelques moments après, quelques jours après, c'est le procureur qui s'est autosaisi de ce dossier-là. Le procureur s'est autosaisi. Après enquête, en effet, Jérôme Cahuzac n'a pas fait de détournement. Mais c'est juste qu'une partie de ses revenus qu'il devait déclarer pour que ces revenus-là soient fiscalisés. Mais il a eu l'auteur d'aller à l'Assemblée nationale française, de s'excuser et de démissionner. Absolument. N'empêche, il a été incriminé. Et la dose d'éthique et de déontologie, c'est quoi? Il s'est éclipsé. C'est au Sénégal. Rapporté au dossier du Prodac. Vous voulez dire quoi? Au-delà Prodac. Oui. Le rapport sur Covid, Oui. le rapport Cour des comptes, Oui. je dis toujours il faut une dose d'éthique et de déontologie. Pour faire quoi exactement? Pour si vous êtes incriminé dans des dossiers aussi sensibles, là où nous sommes, il faut avoir l'audace et la hauteur de démissionner et de laisser la justice suivre son cours. Mais le dossier Bougazeli est là. Il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel. Vous pensez que M. Ousmane Sonko, qui a dit que ce rapport, il le détient sur la Prodac et qui mettrait en cause la gestion de Mame Mbaye Niang quand il était ministre de la Jeunesse, qu'il sera en mesure de produire ce rapport, cette preuve devant le tribunal? Alors, vous savez que c'est un couteau à double tranchant aussi, et eux, ils le savent. Oui. Parce qu'ils peuvent le poursuivre pour diffusion, je ne sais pas. De fausses nouvelles, etc. Faux et usage faux. Moi, la manière dont ils accélèrent ce second procès aussi, à la limite, ça frôle le ridicule aussi. Par nous tous, nous savons que c'est pour parer éventuellement une candidature. Parce que nous savons pertinemment que s'il y a une peine, même avec sursis, il ne sera pas éligible. S'il encourt une amende aussi de plus de 250 000 francs, il ne sera plus éligible. Mais au nom de quoi? Oui, et pourquoi vous dites que c'est un couteau à double tranchant alors? En fait, l'information n'est pas encore diffusée par les autorités compétentes. Attention, parce qu'il y a des autorités qui sont habilitées, n'est-ce pas, à diffuser en premier ressort certaines informations et in fine les autres. Moi, par exemple, il y a des dossiers, il y a même des éléments de rapport. Tu peux avoir écho de source sûre, mais tu ne peux pas encore en parler parce que tu attends que l'autorité compétente. Donc, couteau à double tranchant pour M. Sonko, vous voulez dire? C'est ce qu'ils veulent exploiter, mais c'est peine perdue parce qu'il sera candidat lui aussi. Il sera candidat. Inch'Allah. Comme notre président, Assid Mahamadou Moussa Sy. Ah oui? Moustapha Sy en 2024, sera candidat en 2024. Le PUR aura sa candidature. Et ce sera lui, c'est une Moustapha Sy. Vous savez, l'accord cadre de la coalition Yewwi Askan Wi a été conçu de sorte que les gens se disaient mais comment ils vont faire? Mais heureusement, quand des personnes matures s'assoient, travaillent avec générosité, parce que la coalition, on a beaucoup bossé avec autant de générosité. C'est ça qui explique la survie même. Le niveau de respect qui existe entre nous. Moi, je vous dis, avec mes camarades de PASTEF, on a tissé des rapports tellement forts que je peux nommer quelqu'un, Abraham, qui est chrétien. Lors des fêtes musulmanes, je l'invite. Lors des fêtes chrétiennes, il m'invite. C'est beau. Et on s'est connus avec la coalition. C'est beau. Tellement qu'on a eu des rapports très avancés. Hier, un élément aussi de PASTEF m'a appelé Moussa Diédio. Il était dans l'équipe électorale pour dire le niveau de respect qui existe au niveau de la coalition. Et l'accord cadre a été écrit suivant cette optique, en disant que pour les élections locales comme législatives, on va y aller en bloc, mais pour les élections présidentielles, chacun a la latitude d'y aller seul. Et Serigne Moustapha Sy est candidat du PUR nous, en 2024. Nous, au niveau du PUR, le directoire, moi, le coordonnateur national et le coordonnateur national adjoint, dont je suis le coordonnateur national adjoint, bien sûr, avec tous les cadres, les secrétaires nationaux, les SGF, nous avons demandé à notre président d'être notre candidat. C'est ce que vous allez encore réaffirmer à l'occasion de ces 25 ans du PUR. Inch'Allah. Quelles sont les perspectives, selon vous, qui se dessinent en direction de cette présidentielle prévue en 2024, dont la date
officielle maintenant Enfin. est fixée par Enfin. le ministre de l'Intérieur qui a sorti un arrêté. Ce sera le dimanche 25 février 2024. Quelles sont les perspectives, vous, que vous voyez? Les perspectives, c'est un avenir radieux pour la population sénégalaise. Un avenir radieux. On aimerait bien vous croire quand on Inch'Allah. regarde la grande confusion aujourd'hui. Alors, moi, quand on voit ces extrémismes et ces radicalités s'exprimer. Mais je me rappelle, lors des élections de 2012, je n'étais pas au Sénégal, j'étais hors du Sénégal. Oui. À quelques jours des élections, mes collègues dans le temps me disaient que, mais M. Kane, là, le Sénégal va aller en feu. Parce qu'il y avait autant d'indicateurs qui faisaient que, normalement, le pays allait brûler. Et je me rappelle, le lundi matin, je suis retourné, n'est-ce pas, au lieu de travail. On vote un dimanche et on va travailler le lundi. J'étais hors du Sénégal. Hors du Sénégal, mais même ici au Sénégal, de plus en plus. Mais j'ai dit, ils m'ont salué, ils m'ont attendu à la porte. Oui. Quand je suis venu, ils m'ont salué. Ils ont dit, vous nous avez encore montré votre niveau de maturité. Je vous dis, la population sénégalaise, elle est plus mature qu'une certaine classe politique, beaucoup de classes politiques. Pourquoi vous tenez à dire que la perspective, c'est une bonne perspective, c'est des lendemains radieux? Alors, parce que, vous savez, avec la coalition Yewwi Askan Wi, oui. Nous tous, on a compris que les populations souffrent. Et ce niveau de souffrance, nous avons une responsabilité historique, je dis bien historique, pour nous donner à fond pour changer les rênes de ce pays-là. Ce niveau d'engagement, ce niveau d'honnêteté, je ne dis pas que ça n'existait pas dans le temps, mais là où nous sommes, ce niveau d'engagement, ce niveau de sincérité, ce niveau d'implication dans la chose publique, et nous qui ont eu la chance, bien sûr, avec d'autres personnes, d'être formés, éthique, déontologie, etc., je pense que si on arrive à agréger nos forces, le pays, Inch'Allah, va sortir des situations malheureuses qu'il est en train de vivre. Vous voyez déjà au pouvoir en 2024. Qui? C'est ce que vous êtes en train de dire en 2024. Inch'Allah, Rabbi. Inch'Allah, Rabbi. Pourquoi? C'est une conviction personnelle. Très bien. Parce qu'il y a des tendances. Plus, oui. C'est des tendances qui se dessinent, en fait. Oui, quelles sont ces tendances? Le Yewwi, cette force pure, Pastef, Taxawu. Élection locale sur Dakar, sur les 19 communes, on remporte les 12. Bien sûr, on pouvait même avoir plus, parce que j'étais dans la commission électorale. Les élections législatives, presque on est majoritaire à l'Assemblée nationale. N'eût été ce qui s'est passé au niveau du Nord, on est conscient de tous ces éléments-là. Là, on anticipe même sur autant de choses. Peut-être on ne va pas rentrer dans des stratégies. Donc, on va sécuriser les votes à telle enseigne que, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, il va y avoir changement en 2024. Et ce changement-là sera porté par des hommes mûrs, matures et purs, Inch'Allah. Et pur, Moustapha Sy, alors, vous pensez à lui comme président? Inch'Allah. Sérieusement? On attend parce que sous peu, Inch'Allah, on va faire notre congrès, on va lui proposer cela, et Inch'Allah, il va nous donner son opinion par rapport à ça. Le congrès est prévu au mois d'avril. Bientôt, Inch'Allah. L'intercoalition, vous semblez l'oublier, votre compagnonnage avec Wallou. Yewwi Wallou, c'est sûr qu'ils vont avoir, on suppose qu'ils vont avoir leur candidat. Oui, ou bien Wallou, c'est derrière vous? Non, l'intercoalition. Non, ils sont en. Cela ne tient plus. Ça tient toujours. Ils sont malgré la position de Wallou lors vous savez, du vote de la motion de censure contre le Premier ministre Amadou Ba, malgré également l'exclusion, le vote sur l'exclusion de Mme Aminata Touré. Vous savez, Wallou continue d'être un allié sûr pour vous, de Yewwi. Jusqu'au moment où je vous parle, Wallou et Yewwi, c'est une intercoalition. Bien sûr, il faut une certaine diversité, une certaine maturité. On ne peut pas, du tic au tac, avoir l'unanimité entre nous et Wallou. Mais ce qui importe, pour des questions aussi sensibles, on s'assoit sur une table et on discute objectivement. Les observateurs avaient quand même relevé la proximité du PUR avec Khalifa Ababacar Sall. Voilà que vous proposiez que votre président, Serigne Moustapha Sy, se présente. Ça veut dire que vous vous éloignez
de Khalifa Sall. Mais je viens de dire que l'accord cadre a été très clair là-dessus. L'accord cadre a bien dit que pour les élections présidentielles, chaque parti politique a sa latitude, n'est-ce pas, d'y aller seul. Et le PUR, après un quart de siècle d'existence, avec autant de cadres, autant de militants, et d'ailleurs nous vous invitons pour notre meeting du 19 de ce dimanche, vous allez voir cette marée humaine, ces puristes, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, pour les élections de 2024, le PUR compte, Inch'Allah, y aller seul. Avec son candidat. Inch'Allah. Alors, et si on parlait de 2024, mais revenons un peu en arrière, en 2019, au départ, 27 dossiers de candidature, à l'arrivée, 5 ont été validés par le Conseil constitutionnel. Beaucoup d'acteurs politiques comme non politiques avaient mis en cause le parrainage, le filtre du parrainage. Est-ce que le parrainage, vous pensez qu'il doit continuer d'exister ou doit être supprimé? Vous savez, les élections présidentielles doivent être quelque chose de libre, très libre. C'est une expression de la population, très libre. Donc le filtre du parrainage, à mon sens, pouvait être écarté et laisser la latitude aux classes, aux politiques, n'est-ce pas, de se frotter en toute légalité. Alors, vous parlez des élections de 2019. Nous, on a été des acteurs des élections de 2019. On a battu campagne, n'est-ce pas, en 2019. Ça nous a permis d'avoir une très forte expérience politique. En matière de terrain, il faut aller au fin fond du Sénégal. Et vous aviez un candidat nommé Issa Sall, qui entre-temps vous a quitté. Absolument. Et on a fait notre congrès juste après les élections de 2019 et le parti a été, n'est-ce pas, en tout cas les rênes du parti ont été, la direction du parti plutôt a été revue. Issa Sall, qui était le coordonnateur national en son temps, n'est-ce pas, comme il ne répondait pas aux appels du président, donc il a été... Oui. En un mot, vous êtes pour la suppression du parrainage? Oui, il faut laisser les politiques interagir, mais surtout avoir un bulletin unique. Ah oui. Dès cette présidentielle de 2024. Si on veut faire des économies, comme ça se fait un peu partout d'ailleurs, avoir un bulletin unique. Avec la complicité de notre réalisateur, on prend 2 minutes pour parler de l'éducation et peut-être de l'économie, mais de l'éducation. Vous êtes un enseignant-chercheur. Un des mots du Sénégal aujourd'hui semble être l'éducation. Les autorités étatiques envisagent même une réforme des programmes et des curricula. Vous êtes un enseignant. Quel regard jetez-vous sur le système éducatif sénégalais? Alors, moi je dirais que le système éducatif, ça fait partie des parents pauvres. Des parents pauvres. Nous, vous savez que nous, on fonctionne 12 mois sur 12. On n'a plus de vacances avec les années scolaires qui se chevauchent. On n'a plus de vacances. On fonctionne 12 mois sur 12. D'ailleurs, en début de semaine, je pars à l'université Ziguinchor où j'ai cours avec les masters. Donc, on fonctionne non-stop 12 mois sur 12. Comment en est-on arrivé là? Mais encore une fois, c'est la responsabilité de l'autorité centrale. Il y a des revendications qu'il faut vraiment élaguer. Dans les pays qui se respectent, les étudiants, les bourses viennent à temps. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui habite Tamba. Vous l'orientez à l'université de Dakar. Il n'a pas de famille d'accueil. Il reste 1 mois sans pour autant percevoir sa bourse et vous lui demandez de faire des résultats. Mais ce n'est pas un extraterrestre. Un prof qui fonctionne 7 jours sur 7, on fonctionne. 12 mois sur 12, on fonctionne. Pour avoir le minimum d'équilibre social, il va falloir que tu fasses un peu ce qu'on appelle du harmat pour t'en sortir. C'est aberrant. Alors que dans un pays qui se respecte, il faut former des générations. Et pour former des générations, il faut investir sur l'éducation. C'est un investissement. Je disais tout à l'heure, notre grand-père Seigne Saliou disait Khelcom, l'actif immatériel. C'est un investissement très lourd et rentable. Tous les pays qui se sont développés ont investi au niveau de l'éducation. Pour les étudiants, je parle des étudiants, je vous raconte. Je l'avais dit, je pense au niveau d'une autre média. On a croisé une étudiante qui pleurait. Elle pleurait la nuit, à côté de Claudel. On pensait qu'elle était malade.
mu ne dama xiif parce qu'en effet elle habite très loin, elle n'a pas de parents d'accueil, donc elle est restée certainement 24 heures, je sais pas, elle mu ne dafa xiif. On lui a acheté quelque chose à manger, mais à voir la manière dont elle mange, mais tu pleures. Tu dis, mais l'État est complice par rapport à ça. Alors, donc, parler de l'éducation, l'État, il va falloir qu'il mette les moyens qu'il faut pour relever le niveau de l'éducation. Dites-vous oui ou non à la révision des programmes et curricula de l'école sénégalaise? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Qu'on essaie de réactualiser cela. L'économie sénégalaise, en une fraction de seconde, une croissance à 2 chiffres annoncée pour 2023 par le gouvernement en tout cas. L'économie sénégalaise se présente comment à vos yeux? L'embellie ou la grisaille? La croissance, elle est extravertie. Vous savez, la croissance, ça ne se mange pas. On l'avait dit au président Abdou Diouf. Vous savez, encore une fois... Elle se mange. C'est le développement qui se mange. La croissance, c'est l'agrégation. Bon. C'est une agrégation. Très bien. Alors, vous savez, quand on parle de la croissance, c'est bien hein, qu'on nous donne des indicateurs macroéconomiques. C'est extrêmement important. Mais au-delà de ces indicateurs macroéconomiques, il y a ce qu'on appelle les indicateurs de bien-être. C'est là où le développement est extrêmement important. Pourquoi parler d'une croissance à 2 chiffres alors que le Sénégal et lambda peinent à gérer son quotidien? Ou en Europe, ils ont une croissance à 1 chiffre et là, ils ont un niveau de stabilité. C'est parce qu'ils fassent focus sur ces indicateurs de développement. Vous savez, on va terminer. Il y a des déconnexions. Je voulais rentrer un peu sur l'économie. Oui. Il y a des déconnexions, il y a des choses à revoir. Il y a autant de choses à revoir. Comme quoi? Juste un exemple ou deux. Il y a 2 sphères, ce qu'on appelle la sphère financière et la sphère économique. On parle de politique budgétaire, on parle de politique monétaire. Qu'est-ce qu'il faut revoir? Il faut revoir tout le système avec beaucoup d'intelligence. Il faut réadapter le contexte, notre contexte politico-économico-social. Et on a tout ce qu'il faut comme bagage intellectuel. Je donne juste un exemple. J'ai suivi tout à l'heure qui parle d'une sphère, d'une place financière qu'ils veulent mettre en place. Oui, à Dakar. Mais, place financière internationale. Bon, on encourage, ils vont poser les pierres, mais nous, on va construire, Inch'Allah, parce qu'ils vont partir. Très bien, tant mieux. Pour dire une chose, oui. Ils sont trop en retard. 5 ans, 6 ans derrière, j'étais à l'université de Saint-Louis, je croise une 50aine de jeunes toubabs. Oui. J'ai dit, vous êtes venus en vacances? Il dit non, c'est l'école polytechnique de Paris. Vous m'excusez du terme, j'ai dit on est foutu. Parce qu'ils anticipent. Il faut toujours être dans l'anticipation. Parler d'économie, il faut beaucoup de volonté. Je parlais des déconnexions. Je peux avoir quelques minutes pour terminer. Je parlais des déconnexions. Vous savez, les forces étrangères, en l'occurrence la France, ils ont mis des indicateurs qui nous gênent. Je peux donner l'exemple de la banque. Et ça, c'est un débat que je mène depuis très longtemps. La réglementation bancaire, elle est extrêmement lourde. Quand on parle du comité de Bâle, le Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, ratio de Gouk, ratio de Mac de 9. Mais ça ne colle pas du tout avec nos réalités. Parce que quand on parle de ces indicateurs-là, je termine, les banques peinent à financer notre économie. Qu'est-ce qu'il explique? Parce que les conditions, la réglementation, elle est extrêmement lourde et elle ne colle pas du tout avec notre réalité. Très bien. Adapter notre économie à nos réalités. Absolument. On aura l'occasion certainement de développer ces questions prochainement à une autre occasion. En tout cas, merci. Docteur Mamoussa Kane, vous êtes le coordinateur adjoint du PUR, parti de l'unité du rassemblement qui fête ses 25 ans ce 19 février 2023. Émission Le Jury du dimanche, Mahmoud Ibra Kane à la présentation. À la réalisation, Babacar Ndiaye, Ibamar Sen à la prise de son, réseaux sociaux Fatima Taba et Biram Pouy, pour le compte d'Imedia.sn, au texte Cheikh Moussa Sarr, à la photo Pape Doudou Diallo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.